Emily O'Reilly est une ancienne journaliste et présentatrice devenue médiatrice européenne en 2013. Elle me rejoint depuis son bureau de Bruxelles. Bienvenue dans notre émission, Emily O'Reilly. Le terme de médiateur ne semble-t-il pas un peu galvaudé? Voilà probablement l'une des questions que l'on me pose le plus souvent. Lorsque j'ai été nommée médiatrice irlandaise en 2003, on m'a tout de suite demandé s'il fallait m'appeler médiateur ou médiatrice. J'ai répondu que pour moi ce n'était pas le plus important. Et voilà que la moitié de la communauté suédoise en Irlande s'est fendue d'une lettre au Times local pour expliquer qu'on ne pouvait pas dénaturer le terme ombudsman, qui vient du suédois et qui ne s'accorde surtout pas. Mais cela varie suivant les langues. Le féminin existe en français, on dit médiatrice. En espagnol, on traduit par defensor del pueblo. Donc vous êtes plutôt à l'aise avec ça? Oui, je le suis. J'en viens maintenant à ces entretiens et à votre travail sur la transparence des institutions démocratiques de l'Union européenne. Quelle note leur mettriez-vous sur 10? Cela dépend de qui vous parlez et à quelle institution vous faites référence. Les institutions ont été contraintes d'afficher beaucoup plus de transparence après les différentes crises traversées ces dernières années. Et cela a incité tout le monde à s'intéresser d'un peu plus près à ce qui se passait à Bruxelles. L'une de nos commissaires, Vera Jourova, s'est vue ainsi attribuer le titre de commissaire aux valeurs et à la transparence. Preuve justement que cette notion de transparence est maintenant au centre des préoccupations. Le problème, c'est surtout la perception qu'ont les gens de nos institutions. Quand vous travaillez à Bruxelles et que vous voyez comment cela fonctionne, vous vous rendez bien compte de leur démocratie. En revanche, si vous êtes à l'extérieur de Bruxelles, cela peut paraître parfois incompréhensible, en raison du langage employé et de sa nature multiculturelle. On sent que les gens ne comprennent pas comment les choses fonctionnent et cela laisse un vide. Et quand il y a un vide, il peut rapidement faire place à de fausses idées, à de la propagande, et cela crée une caricature de l'Union qui peut être dangereuse, comme nous l'avons vu récemment. Vous avez dit que le Conseil européen n'était pas un bon élève quand il s'agissait de transparence et d'ouverture, et beaucoup considéreraient la nomination d'Ursula von der Leyen comme un parfait exemple de cela, que c'était un processus pour la plupart des citoyens européens qui n'était en rien transparent. Oui, je pense qu'il y a eu un léger malaise à ce sujet. C'est une question politique, je vais donc laisser cela de côté. Mais je me souviens aussi qu'il y a quelques années, le président du comité du Parlement du Royaume-Uni était venu me trouver lorsque je menais une enquête sur la manière dont les lois étaient débattues et discutées en Europe. Le président du comité m'avait dit « Nous envoyons nos ministres à Bruxelles, nous n'avons aucune idée de ce qu'ils y font, de quoi ils discutent et de quoi ils décident. » Ce à quoi j'avais répondu « Pourquoi alors ne pas leur poser la question directement, parce que l'obligation de rendre des comptes est à Westminster, à Dublin ou ailleurs, et non à Bruxelles. Je pense donc que lorsque les gens parlent de Bruxelles, ils oublient que Bruxelles n'est pas seulement Bruxelles. C'est Bruxelles, mais aussi Dublin, Londres et Bratislava, ou encore Paris, Prague et toutes les capitales européennes. Il est donc plutôt injuste de dire que Bruxelles est antidémocratique, que Bruxelles ne communique pas. Ce sont vraiment les États membres qui font Bruxelles, qui font l'Union européenne. Et je pense qu'ils ne font pas toujours les efforts nécessaires pour bien communiquer sur les termes de la véritable Union ou de ce qui arrive réellement aux citoyens. En examinant le processus récent d'approbation de certains commissaires, on constate toute une série de conflits d'intérêts concernant des candidats de la Commission. Avez-vous l'impression que le processus fonctionne ou qu'il tend vers des conflits d'intérêts manifestes? C'est intéressant car j'ai suivi tout cela de près. J'ai traité ces dossiers ces derniers temps. Et l'un des cas les plus médiatisés a été évidemment celui de l'ancien président de la Commission. L'ancien président de la Commission, M. Barroso, a décidé de prendre position auprès de la Goldman Sachs Bank, qui est une banque assez controversée, comme vous le savez. Et les gens se sont penchés sur ces conflits et se sont demandé s'il était approprié qu'une personne ayant occupé ce poste prenne position sur un dossier concernant une banque impliquée dans la crise financière des deux côtés de l'Atlantique. Cela montre que ces questions de transparence et d'éthique sont en train de prendre de l'importance. Nous le voyons dans les audiences, nous le voyons aussi dans une proposition présentée par la future présidente de la Commission von der Leyen, à savoir avoir un organisme indépendant chargé de surveiller l'éthique. Du coup, j'ai l'impression que mon travail, celui du Parlement et aussi des médias, ont permis de former une sorte de coalition obligeant les institutions à prendre ces questions beaucoup plus au sérieux. Vous avez dit vouloir ouvrir l'Union européenne aux citoyens ordinaires. Que souhaitiez-vous dire par là ?
Je trouve toujours étrange de vous entendre employer le terme de citoyens ordinaires. Qu'est-ce qu'un citoyen ordinaire? Les gens qui viennent nous trouver sont des citoyens ordinaires, mais ce sont aussi des députés européens, des personnes qui gèrent des intérêts commerciaux et qui viennent de la société civile. Dans quelque temps, on trouvera paradoxalement des aspects positifs au Brexit dans les différents États membres. Cette crise aura peut-être rendu l'Europe beaucoup plus réelle pour pas mal de gens. Elle l'aura humanisée d'une certaine façon. Les gens peuvent se rendre compte désormais des drames, des conflits qu'elle génère, et cela leur offre une meilleure compréhension. Cela les touche vraiment, alors qu'avant, les enjeux de l'Europe leur semblaient plus flous. Je ne pense pas que les gens se lèvent le matin en s'interrogeant sur l'avenir de la démocratie ou sur la transparence de l'Europe. Ils se lèvent le matin en s'inquiétant pour leur travail, leur quotidien, ce qui se passe dans leur village, dans leur ville ou ce que fait leur gouvernement. Pourtant, vu l'importance des décisions prises par l'Europe à Bruxelles et qui influent sur leur quotidien, je parle pour les habitants du Royaume-Uni et pour les autres d'ailleurs, il est important qu'ils sachent vraiment ce qu'il se passe. Et c'est aux citoyens d'essayer de comprendre ou pas ce qu'il se dit, car les personnes qui font les lois et les appliquent ont été élues dans les différents États membres. Ce sont nos ministres qui viennent ici pour discuter de l'agriculture, de la pêche, des finances et d'autres sujets. Et c'est notre député européen, nos propres politiciens qui viennent au Parlement et qui deviennent co-législateurs au Conseil. Mais les habitants peuvent ressentir de la distance et penser que cette Europe ne leur ressemble pas. De gros efforts ont été faits pour améliorer la représentation des peuples, mais il suffit de regarder la composition ethnique du Parlement européen et s'apercevoir que la Commission n'a jamais eu de représentants de couleur. Et pour des millions d'Européens qui ne sont pas blancs, l'Union européenne n'est pas du tout représentative. Je ne pense pas que ce sujet soit oublié. J'ai parlé hier avec un jeune député européen qui veut œuvrer justement pour cette diversité. Il faut aller de l'avant. Il suffit de se rendre au Parlement et d'assister à une séance plénière pour constater le manque de représentativité des élus. Ce n'est sûrement pas l'Europe que nous voyons dans les rues, à l'ouest comme à l'est. Et c'est en effet un problème. Vous avez annoncé briguer un second mandat. Pouvez-vous nous assurer qu'en cas de réélection, votre bureau de Strasbourg ne déménagera pas définitivement à Bruxelles? Aucun changement n'est prévu. Le siège du bureau est à Strasbourg et il le restera. Et quelle sera votre ambition première en cas de réélection lors des 5 prochaines années? Être encore plus efficace, tout simplement. Merci beaucoup, Emily O'Reilly, pour votre venue dans The Global Conversation. Thank you.